Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Au lendemain du Forum des investisseurs du Burkina à Singapour, se tient demain un séminaire gouvernemental pour adopter un certain nombre d'investissements pour favoriser l'exécution du programme présidentiel Bâtir ensemble un Burkina émergent. Le premier Conseil national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a adopté hier à Ouagadougou d'importantes décisions en faveur du renforcement de la démocratie. Notre invité est le secrétaire exécutif national du CDP, Assimi Kwanda. Jean XXIII et Jean-Paul II, canonisés aujourd'hui, place Saint-Pierre de Rome, dans une ambiance et une ferveur religieuse qui ont été ressenties au-delà de la ville éternelle. Le premier forum des investisseurs du Burkina à Singapour a été une belle occasion d'échange entre le président du Faso et les hommes d'affaires asiatiques. Blaise Compaoré a également accordé une audience à nos compatriotes vivant dans cette partie de l'Asie pour recueillir leurs préoccupations. Précision, Nicolas Zigani. Le séjour du président du Faso à Singapour était très chargé. Il a reçu plusieurs hommes d'affaires asiatiques qui ont échangé avec lui sur des questions d'investissement au Burkina. Pour iFly, une entreprise spécialisée dans le traitement des eaux, c'était une occasion de partager leur expérience avec le chef de l'État. Là-bas, de l'expérience et de l'expertise que nous avons sur le management et la gestion de l'eau, nous serons en mesure donc de pouvoir apporter notre expertise au Burkina. La directrice générale de Sintel, un partenaire de Airtel, est venue réaffirmer la volonté de son entreprise d'investir dans le social au Burkina. Le compte que nous avons eu nous a permis donc de réaffirmer notre volonté donc de pouvoir continuer à investir au Burkina et d'être une société à responsabilité sociale qui permet, au-delà de nos activités commerciales, et de nous déployer dans d'autres secteurs comme l'éducation, le football. Comme vous le savez, Airtel soutient beaucoup les activités de football au Burkina. Le groupe Pardana University veut investir au Burkina dans le domaine de la formation en matière de santé. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous a invités pour que nous puissions donc venir au Burkina Faso, voir par nous-mêmes ce qui peut être fait, mener des études et également proposer des opportunités de formation dans le domaine de la santé. Parce que nous avons constaté que dans ce domaine, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour donc aider le Burkina Faso. Le consul honoraire du Burkina à Singapour a le regard tourné vers les perspectives à venir. Nous avons échangé autour du forum des investisseurs qui vient de se tenir ici à Singapour et nous avons tous reconnu que ça a été un succès éclatant grâce donc à l'entremise de la Singapore Business Federation et bien sûr des partenaires burkinabés. Le feedback que nous avons eu des hommes d'affaires, c'est qu'ils ont pu en tout cas tirer un grand profit par rapport donc à cette initiative. Et maintenant, nous avons souhaité qu'il y ait une continuité à travers notamment une visite des hommes d'affaires de Singapour au niveau du Burkina Faso pour également constater par eux-mêmes les opportunités qui se présentent. Les Burkinabés résidents en Asie du Sud-Ouest ont exprimé leurs préoccupations au président Compaoré sur l'encadrement des investissements. On dit la plupart du temps, quand vous avez votre argent à la banque, votre premier conseiller, c'est votre banquier. Donc, nous avons besoin de gens au pays qui peuvent nous mettre sur le chemin. Vous voyez, Singapour, c'est différent que Ouagadougou. La vie que nous menons au dehors et celle qu'on va faire à Ouaga, c'est différent. Donc, nous avons besoin de gens qui nous guident, qui peuvent nous amener vers ce chemin-là. Alors, si je dois vivre tous les jours ici, dans le bonheur, et puis se retrouver au Burkina, tu vas vivre la même chose. Quel que soit l'argent que tu vas amener, ça va repartir. Donc, nous avons besoin de gens qui peuvent nous ramener sur terre. Ces rencontres ont permis à de nombreux chefs d'entreprise asiatiques de connaître mieux les préoccupations du Burkina. Les Burkinabés de la diaspora qui veulent investir au pays ont besoin d'un encadrement de leur investissement. Sur cette question, suivons le président du Faso qui donne quelques recommandations pour la réussite de ces investissements. Il s'exprime au micro de Nicolas Zigani. Je pense que le pays, d'une manière générale, encadre déjà l'investissement. Et je crois que si vous regardez, aujourd'hui, nous avons créé les conditions pour qu'en 3 jours, on puisse bien sûr créer son entreprise, pour qu'il y ait un guichet unique pour les formalités, etc. Alors, il est certain que pour ceux qui viennent de loin,
une des difficultés, c'est de pouvoir trouver sur place un centre d'accueil, mais aussi un centre de suivi pour, bien sûr, les éclairer constamment sur ce qu'il y a comme devoir ou droit, afin que, bien sûr, ils puissent trouver un environnement propice à l'installation de leurs affaires dans notre pays. Alors, il est certain que pour ce qui nous concerne, nous avons évoqué avec eux l'idée qu'il faut d'abord s'informer de ce qui existe. Oui, parce qu'effectivement, si vous ne vous informez pas, pour aller entreprendre directement, vous pouvez avoir des difficultés pour d'abord comprendre comment agir efficacement pour vos intérêts. Mais il y a aussi le fait que aujourd'hui, nous allons donc, c'est déjà fonctionnel. L'Agence nationale de promotion des investissements qui a été créée, c'est une agence qui va être le centre d'accueil de tous ceux qui soient bien sûr singapouriens ou burkinabés de la diaspora. Ceux qui arrivent sur notre sol pour investir doivent trouver là les conditions, enfin les informations, toutes les connaissances possibles et nécessaires pour leur engagement dans l'investissement chez nous. Alors, c'est dire donc il nous faudra probablement pour se priver de la diaspora organiser en même temps parallèlement avec le ministère des Affaires étrangères une structure ou un mécanisme capable d'accompagner aussi cet encadrement qui déjà au niveau national est organisé pour que ce soit des Singapouriens ou des Burkinabés qui vivent à l'étranger. Le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou, CIERO, se tient depuis vendredi dernier sur le site du CIAO. Le CIERO a reçu hier la visite du Premier ministre Béyon Luc Adolphe Thiaw, une visite qui traduit l'intérêt du gouvernement pour les initiatives qui visent la préservation de l'environnement. Reportage Adama Koulibaly. Les exposants du CIERO, le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou, ont reçu un note de marque ce 26 avril. Il s'agit du Premier ministre. Le chef du gouvernement est venu traduire l'intérêt que porte l'État aux initiatives qui sous-tendent son action dans la préservation de l'environnement. En venant ici, je suis venu apporter tout le soutien du gouvernement à cette très belle initiative. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'énergie, la question de la préservation de notre environnement devient une préoccupation capitale. Et toute initiative qui nous permettrait donc de préserver notre environnement et aussi surtout de pouvoir aller vers les énergies renouvelables qui sont économiquement adaptées à nos moyens mais aussi efficaces, il faut vraiment les soutenir. Le Premier ministre a été édifié par les technologies développées dans le domaine de l'énergie renouvelable et surtout la disponibilité de la compétence humaine dans ce domaine. Ce que nous avons vu là, il faut l'étendre à une échelle plus grande. On ne va pas se contenter de faire chaque fois des petites expositions. Or, on a des possibilités. J'ai été aussi surtout frappé de voir que même à l'université de Ouagadougou, il y a une filière où l'on forme effectivement des spécialistes, des cadres dans le domaine donc, des énergies renouvelables. Donc ça veut dire aujourd'hui que le marché se développe. Donc il y a aussi la main-d'œuvre qualifiée est en train de se développer. Cette troisième édition du CIERO qui referme ses portes ce 27 avril est placée sous le thème énergie renouvelable, production agro-silvopastorale et préservation de l'environnement. Un séminaire gouvernemental se tient demain à Ouagadougou pour évaluer l'évolution de la mise en œuvre du programme présidentiel Bâtir ensemble un Burkina émergent. 3 ans après son entrée en vigueur, ce programme va être passé au peigne fin pour mettre en exergue ses acquis et insuffisances. À la veille de ce séminaire, le ministre de la Communication, Alain Traoré, donne un aperçu des actions déjà mises en œuvre au micro de Karim Sissé de RTB2 au bassin. Lorsque nous prenons au bout de 3 ans, aujourd'hui, un certain nombre de secteurs, nous voyons que la croissance est restée continue au niveau du Burkina Faso. Nous avons une croissance autour de 8,2%. Et je pense que sur 3 ans, tenir un tel niveau de croissance est important dans le contexte mondial actuel où la crise est la chose qui caractérise le mieux
les politiques publiques, où beaucoup de pays, même au niveau des pays développés, ont des difficultés pour faire face justement aux difficultés actuelles. Nous avons pu tenir justement un taux de croissance contenu. Et au-delà de ce taux de croissance, nous voulons envisager secteur par secteur. Quand on prend le secteur de l'agriculture, qu'est-ce que nous avons pu faire, qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire? Quand on discute avec les paysans, nous venons de sortir de la journée nationale du paysan, il y a encore des poches de difficultés. Il y a la question des intrants et il y a la question de la mécanisation de notre agriculture. Mais vous savez qu'à ce niveau, il y a toute une politique pour mettre les intrants à disposition des agriculteurs et mécaniser notre agriculture. Nous avons l'opération Chamil-Charrue, mais nous avons aussi des tracteurs que le gouvernement essaie de subventionner pour permettre aux producteurs de pouvoir davantage accomplir leur travail de production sur le terrain. C'est pour vous dire que nous allons prendre secteur par secteur pour faire le point, envisager les poches de faiblesse et voir comment nous pouvons corriger pour pouvoir avancer. Quand on prend le secteur de l'énergie, vous savez très bien que le programme présidentiel envisage l'électrification de tous les chefs-lieux de communes. C'est plus de 350 communes. Et donc, à ce niveau, nous pensons que c'est une vision essentielle quand on sait la place qu'occupe l'énergie dans le processus de développement économique. L'énergie, aujourd'hui, c'est l'élément qui permet de moderniser un ensemble de choses. Et l'énergie et l'électrification a une place essentielle dans le programme présidentiel. Nous avons fait un grand pas en la matière et il reste un certain nombre de communes et de chefs-lieux de communes qui ne sont pas encore électrifiés. Nous allons voir qu'est-ce que nous devons produire comme effort en plus pour pouvoir justement arriver à atteindre nos objectifs. Nous avons le secteur des mines. Comment je dirais, rentabiliser davantage les processus miniers dans notre pays, créer davantage de richesses, corriger les lacunes passées pour pouvoir mieux faire profiter les populations du Burkina de la production minière dans notre pays. Voilà quelques exemples que j'ai pris. Et l'objectif justement du séminaire, c'est de prendre secteur par secteur, agriculture, élevage, mines, industrie, commerce, artisanat, et j'en passe, pour faire le point, voir évaluer aujourd'hui les réussites, évaluer les faiblesses, corriger ce qui doit être corrigé pour que les 2 années qui restent à venir puissent nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par le programme présidentiel. Nous travaillons dans cette logique et nous pensons pouvoir tenir le cap malgré les difficultés, malgré les contraintes. Vous savez, en 2010, avec les élections, le programme présidentiel était bâti autour d'un certain nombre de valeurs, mais aussi dans un contexte donné. Ce contexte a un tant soit peu évolué négativement, ce qui n'est pas de nature à favoriser la mise en œuvre de ce programme. Mais nonobstant ces réalités, nous pensons qu'en travaillant encore plus dur, en mobilisant davantage les Burkinabés, en leur expliquant le bien fondé justement des axes du programme présidentiel, mais aussi de l'impact de ce programme, nous allons pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est ce que nous faisons. 2 années, c'est peu, mais c'est beaucoup à la fois. Et nous voulons, sur les 2 années à venir, arriver à transformer à l'échelle du pays l'expérience pôle de croissance de Bagré, en travaillant davantage à mettre en route Samandini, en travaillant davantage à opérationnaliser et à rentabiliser le plus possible toute la vallée du Sourou, en essayant de créer un pôle de croissance minier du côté du Sahel, en envisageant toutes les poches et les nids aujourd'hui des richesses, à trouver les moyens pour pouvoir les développer. Et au niveau d'un certain nombre de secteurs ou de composantes comme l'investissement humain, c'est davantage réaliser la transformation des CSPS en CMA. C'est davantage réaliser les universités au niveau des régions. C'est davantage construire les écoles à tous les niveaux. C'est réussir justement les réformes au niveau du système éducatif. Et voilà autant de politiques qui sont en cours.
qui au quotidien font l'objet de mise en œuvre que nous allons évaluer et nous pensons que 2 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup parce que nous sommes engagés pour satisfaire le peuple burkinabé, parce que nous sommes engagés pour faire en sorte que le peuple burkinabé puisse être satisfait du niveau de développement et pour faire en sorte que le programme présidentiel puisse être l'élément fondateur d'une nouvelle dynamique de développement économique de notre pays. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parlait tantôt des pôles de croissance. Ces pôles de croissance ont été créés pour une exploitation rationnelle et optimale des potentialités économiques du Burkina. En plus de Bagré, d'autres pôles économiques sont en gestation et un comité national de pilotage a été mis en place pour un meilleur cadrage institutionnel. C'est l'objet du dossier signé Maxime Zongo. Dans sa quête d'une croissance accélérée, soutenue et durable, l'État burkinabé s'est engagé à créer des conditions beaucoup plus favorables à l'exploitation optimum de ses potentialités. Plusieurs approches de développement ont alors été expérimentées. Des approches qui ont certes permis d'engranger de nombreux acquis, mais qui ont vite montré leurs limites. Il fallait alors innover. Et avec la stratégie de croissance accélérée de développement durable, le Burkina Faso s'est donné pour objectif d'accélérer la croissance afin de mieux lutter contre la pauvreté. C'est dans cette dynamique que le gouvernement du Burkina a opté pour l'approche pôle de croissance, une opportunité de concentration des efforts pour plus d'efficacité. Les pôles de croissance sont des espaces géographiques délimités et disposant d'atouts de développement qui sont donc des avantages comparatifs et dans lesquels donc la réalisation d'infrastructures critiques, services critiques, permet donc de mettre en place un cadre favorable à l'éclosion d'activités économiques structurantes, parce que le pôle doit reposer des activités diversifiées et complexifiées, donc et des activités structurantes qui sont capables de booster la croissance économique et de réduire la pauvreté et partant donc d'améliorer les conditions de vie des populations. L'exemple le plus connu est bien entendu celui de Bagré. Avec une première phase aux résultats bien visibles, l'État entend aller encore plus loin. La première phase portait vraiment sur ce qu'on pourrait appeler dans un certain jargon le soft, c'est-à-dire travailler pour la structuration, la mise en place d'un certain nombre de choses et l'appui, le renforcement des capacités des opérateurs qui étaient déjà implantés sur le terrain. Maintenant, la deuxième phase qui va démarrer cette année 2014, c'est la réalisation des infrastructures et l'installation des gros investisseurs. Mais ce n'est pas tout. D'autres variantes, toutes aussi pertinentes, sont également en expérimentation. En termes de variantes, on a le pôle économique. Et en termes d'exemple, il y a les agropoles. Deuxième variante, donc, c'est les zones économiques spéciales qui sont également prévues. Troisième variante, les grappes d'entreprise. Et enfin, donc, ce qu'on appelle les produits de niche, qui sont donc également permettent de développer donc des marchés, des produits donc autour d'un certain nombre de marchés porteurs. Avec une première phase aux résultats bien visibles, l'État entend aller encore plus loin afin de renforcer les acquis. La mise en place d'un pôle suppose donc l'existence effectivement d'infrastructures critiques à travers donc des aménagements hydro-agricoles et bien entendu des infrastructures donc liées à l'élevage, etc. Et sur ce plan, Bagré a pu faire le lancement de l'avis en manifestation d'intérêt pour l'allocation de 12 727 hectares. Et bien entendu, il y a eu la réalisation des avant-projets sommaires détaillés et l'élaboration donc d'un dossier d'appel d'offres pour l'aménagement de 5 400 hectares. Le gouvernement du Burkina a ainsi décidé de créer un comité national de pilotage qui se réunit périodiquement. La première session de l'année 2014 s'est tenue en février dernier avec pour thème « Compétitivité des entreprises ». Et à ce niveau, elle a décidé de promouvoir la compétitivité des entreprises à travers l'approche grappe d'entreprise. En fait, l'approche grappe d'entreprise consiste à aider les entreprises qui sont dans le même secteur à se mettre en réseau de manière à mutualiser leurs moyens pour pouvoir réduire les coûts qui se revendaient beaucoup plus cher si les entreprises y allaient individuellement. Et au Burkina Faso, on a opté de lancer cette approche-là au niveau de la grappe huilerie de Bobo parce que cette grappe-là présentait déjà un certain nombre d'atouts. Élargir le champ d'action pour diversifier les opportunités, une dynamique qui va se traduire par la création d'autres zones
afin de tirer le maximum de profit de l'immense potentiel existant. Première perspective majeure, c'est l'opérationnalisation de la grappe entreprise huilerie. Comme deuxième perspective que je peux souligner, c'est la poursuite de la construction du pôle de croissance de Bagré. La troisième perspective, c'est la conception du pôle de croissance minier, dont l'étude de faisabilité a été adoptée lors de la deuxième session de l'année 2013 qui s'est tenue à Bagré. Alors, ce pôle de croissance minier qui est prévu pour être développé dans la région du Sahel devrait permettre d'optimiser la contribution des ressources minières au développement économique et social de la région et en général du Burkina Faso. Au-delà de ça, le Comité national de pilotage a retenu un certain nombre d'autres pôles de croissance sur lesquels les études de faisabilité seront engagées. C'est notamment pour compléter Bagré, les pôles de croissance du Sourou et de Samandeni, et également pour la valorisation des ressources fauniques et forestières, la mise en place d'une pôle touristique dans la région de l'Est. Pour l'opérationnalisation des projets en gestation, l'option du gouvernement est claire: accélérer la mobilisation des ressources à travers un certain nombre d'actions majeures. Création d'un fonds de promotion des pôles de croissance, organisation d'un forum de haut niveau entre le gouvernement et partenaires techniques et financiers. Les prochaines échéances majeures pour l'année en cours, la tenue d'assises nationales sur le pôle minier du Sahel afin de susciter l'engagement des acteurs. L'organisation de la seconde session de 2014 du Comité national de pilotage des pôles de croissance en septembre prochain à Dori. L'organisation d'un référendum, la mise en place du Sénat et la tenue d'un congrès extraordinaire pour désigner le candidat du parti, ce sont là les principales conclusions du premier Conseil national du CDP qui s'est tenu hier. Le Conseil national n'a donné aucune date concernant la mise en œuvre de toutes ces décisions. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Le premier Conseil national du Congrès pour la démocratie et le progrès recommande au président du Faso d'user de ses pouvoirs constitutionnels pour l'organisation d'un référendum en vue de la révision de l'article 37 de la Constitution. Le parti propose également la mise en place du Sénat. Le bureau politique national devrait également organiser prochainement un congrès extraordinaire qui fera le bilan du programme quinquennal du président du Faso et investira son candidat pour les présidentielles de 2015. Se fondant sur les dispositions constitutionnelles, le Conseil national n'a relevé aucun empêchement juridique à la relecture de l'article 37 relatif à la limitation des mandats, du nombre de mandats du président du Faso. Pour le Conseil, l'alternance n'est pas une sécrétion mécanique qui frise la dictature, mais procède d'une volonté de changement librement et majoritairement exprimée par le corps électoral, par le biais de consultations libres et démocratiques. La clôture de ce Conseil national du CDP a été ponctuée par un point de presse. Là, les journalistes se sont surtout intéressés aux différentes dates de la mise en place du Sénat, de l'organisation du référendum et au nom du candidat CDP en 2015. Les décisions qui ont été prises concernant le référendum ne précise pas la date. L'appréciation de l'opportunité de la tenue et de la précision de la date est laissée à l'initiative de la direction politique et évidemment de nos camarades qui animent les plus hautes fonctions de l'État républicain. Nous sommes un parti organisé qui suit des méthodes pour la désignation de son candidat. Et je peux vous dire simplement que lorsque l'instance qui va prendre cette décision, qui est le Congrès, lorsque cette décision sera prise, vous serez informé.
Au cours du Conseil national, des distinctions ont été décernées. Alain Bedouma Yoda, Pascaline Tamini, tous deux secrétaires exécutifs national adjoints, et le secrétaire exécutif national lui-même, Assimi Kwanda, ont reçu la médaille d'honneur du Congrès pour la démocratie et le progrès. Nous recevons à présent le secrétaire exécutif national du CDP, Assimi Kwanda. Bonsoir, monsieur le secrétaire exécutif. Bonsoir. Alors, le Conseil national du CDP a notamment invité hier le président du FASO à convoquer le corps électoral dans les plus brefs délais pour un référendum sur l'article 37. Pourquoi faut-il modifier l'article 37 alors que l'opposition trouve que cette modification viole une volonté du peuple? Effectivement, le Conseil national a lancé un appel demandant au président du FASO de convoquer le corps électoral pour un référendum sur l'article 37. Parce que pour le CDP, réviser la Constitution en respectant les dispositions de cette même Constitution ne constitue nullement une atteinte, une enfreinte, une entorse à la Constitution. Et donc, pour nous, au niveau du CDP, il faut, puisque les acteurs politiques ne s'accordent pas sur cette question de modification ou de non-modification, il faut faire recours au peuple souverain pour qu'il décide. Et le moyen que nous offre la Constitution est encore ici, une fois de plus, le référendum. Et donc, au niveau du CDP, d'ailleurs, nous sommes un peu étonnés de savoir que des gens qui se disent démocrates trouvent que convoquer le corps électoral pour un référendum n'est pas une bonne chose. Pour nous, en principe, tous les démocrates doivent accepter que le peuple soit régulièrement consulté sur les questions d'intérêt national. Et donc, pour nous, ce référendum pourra venir départager les points de vue. À votre avis, à quelle période il pourrait se tenir? Bon, en ce qui concerne la date du référendum, une fois de plus, notre pays est un état de droit. Il y a des textes et des lois qui définissent quelles sont les institutions, les instances qui sont habilitées à proposer les dates des élections. Et ce ne sont pas les partis politiques. Ils peuvent être consultés, on peut demander leur avis pour qu'ils soient d'accord, mais la date est définie donc par le gouvernement en dernier ressort. Alors, monsieur le secrétaire exécutif national, est-ce que le parti, le CDP, n'est pas affaibli dans le contexte actuel pour gagner un référendum? Je pense que le CDP se porte, et vous avez vu la grande mobilisation que nous avons eu à faire aussi bien à l'ouverture de ce Conseil national qu'antérieurement à la clôture, par exemple, de nos journées parlementaires et même qu'aux différentes escales du chef de l'État, aussi bien à Kupela qu'à Zorgo. Naturellement, il y a la population, mais globalement aussi, il y avait nos militants. Donc, parler d'affaiblissement du CDP, je pense que nous avons là beaucoup d'exemples et on pourrait également citer l'organisation du meeting du Front républicain à Bobo-Dioulasso, où notre parti, avec d'autres partis, ont montré donc toute leur capacité de mobilisation est restée intacte. D'ailleurs, je pense que le CDP est renforcé
puisque nous avons maintenant un CDP où la cohésion est forte, un CDP où cette cohésion est renforcée, parce que nous avons un CDP débarrassé des clans, les clans de Y, les clans de X, les clans de Z. Ça n'existe plus au CDP. Nous avons un CDP uni, fort et renforcé, capable de gagner, et avec l'appui de Dieu, Inch'Allah, les élections qui viennent. Alors, autre décision du Conseil national, la convocation d'un congrès extraordinaire du parti pour désigner un candidat du CDP. Ce congrès se tiendra-t-il avant ou après le référendum? Oui, le Conseil a effectivement pris cet engagement pour un congrès extraordinaire qui va évaluer la mise en œuvre du programme présidentiel Bâtir ensemble un Burkina émergent. Et donc, l'évaluation, nous pensons qu'à l'heure actuelle, et d'ailleurs demain, comme venait de l'indiquer le journal, il y a un séminaire gouvernemental qui va évaluer ce programme, mais déjà à la lecture donc, de ces documents et des documents qui ont été mis à notre possession par son Excellence Monsieur le Premier ministre juste avant son intervention à l'Assemblée en début avril, nous pouvons globalement dire que ce programme-là est mis en œuvre selon les domaines, selon les cas, entre 2 tiers et 3 quarts. Et donc, pour nous, si nous convoquons le Congrès pour apprécier, nous allons trouver la date la meilleure, c'est-à-dire la date où l'appréciation de la mise en œuvre permettrait d'avoir satisfait le maximum d'engagement que le président a pris vis-à-vis du peuple burkinabé. Et donc, pour nous, comme on est actuellement entre 3 quarts et puis 2 tiers, nous pensons qu'encore on peut continuer de satisfaire les différents engagements. Alors, et donc, à son temps... Vous n'avez pas répondu à la question. Le Congrès se tiendra-t-il avant ou après le référendum? Non, puisque, comme je vous ai dit, nous ne fixons pas la date du référendum. Nous apprécions la mise en œuvre du programme et c'est en fonction de notre appréciation que nous allons donc tenir. Et donc, comme on aura progressivement, peut-être qu'on va aller maintenant vers 4/5e, et pourquoi pas, de taux de réalisation, ce serait pour nous le moment le plus opportun. Est-ce qu'il y aura du suspense, puisque vous appelez Blaise Compaoré à rebelleter en 2015? Est-ce que vous avez besoin encore de désigner votre candidat? Non, nous savons au niveau du CDP, et même en dehors du CDP, tout le travail, le bilan positif, tous les progrès que notre pays a connus avec le président Blaise Compaoré. Nous également savons que grâce à lui, notre pays a trouvé une respectabilité très importante au niveau international. Nous savons également que notre pays et notre président sont sollicités pour partager la paix qu'il y a au Burkina à travers le monde et en témoigne donc la confiance que cela donne. Et comme on a vu au retour donc de cette mission de Singapour, l'intérêt et l'intéressement de plusieurs centaines d'investisseurs pour venir au Burkina. Mais nous disons, cela donc sont des éléments très importants, comme je vous ai expliqué, dans le parti, puisqu'il s'agit de désigner le candidat du parti. Nous avons des procédures et c'est le Congrès, quand il se tiendra, et il désignera le candidat du parti. Alors le Conseil national a souhaité également la mise en place du Sénat. Oui. Est-ce que toutes les conditions pour sa mise en place sont réunies? Est-ce que le redimensionnement de l'institution tel qu'il a souhaité
une partie de la classe politique avec l'inclusion des jeunes, le Sénat qui était tout politique et qui a été en tout cas revu. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que le Sénat soit, en tout cas, gagne le consensus général? Oui, nous pensons que à partir du moment où le Sénat est une institution constitutionnalisée, est une institution inscrite dans la Constitution, il est donc, et que le président du Faso, en prêtant serment, a juré de respecter et de faire respecter la Constitution, c'est notre devoir en tant que parti qui soutienne l'action du président d'œuvrer à la mise en œuvre du Sénat qui est une disposition constitutionnelle. Nous sommes ouverts à toute discussion. Il y a eu plusieurs discussions qui ont été engagées. Il y a eu plusieurs cadres de concertation qui ont été engagés. Il y a des propositions qui ont été faites pour un redimensionnement du Sénat. Et notre parti a participé à toutes ces discussions et reste encore ouverte pour que cette institution capitale pour notre pays, qui fera participer des personnalités qui ne sont pas forcément des responsables politiques, puisse être mise en œuvre pour contribuer vraiment au renforcement de la démocratie. Et nous sommes disposés à échanger, discuter avec l'ensemble des partis politiques, avec l'ensemble des acteurs, pour que cette institution puisse être fonctionnelle très prochainement. Alors, M. Kwanda, que représente pour vous la médaille d'honneur qui vous a été décernée hier ainsi qu'à vos adjoints à la fin du travail du Conseil national? Qu'est-ce que cette médaille représente pour vous? Est-ce que c'est le signe de votre engagement fort en faveur du CDP? Oui, je pense que les participants au Conseil national ont voulu reconnaître le travail qui a de coordination fait par le secrétariat exécutif national et le bureau politique national. Si le Conseil national a choisi pour le moment le secrétaire exécutif lui-même ainsi que ses 3 adjoints, bon, c'est pour en vérité récompenser le travail de toute une équipe, c'est pour marquer sa satisfaction par rapport au travail efficace de mobilisation, au travail d'engagement, au travail également d'humilité et également au travail d'ouverture que l'on constate avec le CDP depuis la tenue du 5e congrès. Et évidemment, le Conseil a pris donc des résolutions concernant les sanctions positives, qui sont des dispositions qui se trouvent dans nos textes. Et donc, en prenant ces dispositions-là, ces résolutions, le Conseil national a invité la direction politique à récompenser les militants qui se montrent engagés, déterminés. Et le Conseil a défini plusieurs catégories de distinction. Il y a la médaille spéciale, il y a la médaille d'honneur, il y a la médaille de la reconnaissance, il y a la médaille de la combativité, agrafe femmes, agrafe jeunes, et l'ensemble bientôt de ces médailles-là seront décernées au cours d'autres instances, meetings ou rassemblements du CDP aux camarades qui se seront véritablement distingués, ou aux structures, à des structures qui se seront distinguées dans le travail de mobilisation et d'engagement. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif national du CDP, Assimi Kwanda, qui est venu ce soir nous entretenir des conclusions du premier conseil national du CDP qui s'est tenu hier à la Maison du Peuple de Ouagadougou.
L'association des jeunes leaders pour l'alternance avec le mouvement du peuple pour le progrès MPP a organisé hier chez le Lalé Naba Tigré une conférence de presse de communication portant sur le thème jeunesse burkinabé face aux défis de l'alternance démocratique en 2015 ont été faites. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Deux communications livrées respectivement par deux orateurs, Lassina Ouattara et Bachi Ismaël Ouedraogo, ici à l'image, ont fixé l'attention des participants, essentiellement des jeunes, sur la réflexion centrale suivante. La jeunesse burkinabé face au défi de l'alternance démocratique en 2015. L'initiative est d'une frange de la jeunesse acquise à la cause du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Pour nous, la thématique a un sens. Et son sens réside dans le fait que nous sommes à la veille effectivement de l'enrôlement biométrique. Donc pour nous, c'est un message que nous voulons faire passer afin d'inciter la jeunesse à véritablement s'inscrire sur les listes électorales. Parce que pour nous, pour qu'il y ait alternance démocratique au Burkina en 2015, il faudrait que le MPP arrive à sensibiliser les gens pour s'inscrire sur les listes électorales. La jeunesse occupe environ 85% donc de la population burkinabé. Donc pour nous, il ne peut y avoir d'alternance au Burkina Faso sans la jeunesse. Donc nous demandons à la jeunesse de s'engager dans la politique pour qu'ensemble nous puissions écrire l'histoire donc démocratique du Burkina Faso en 2015. La conférence de presse a été aussi cadencée par les conseils et interventions du Lalé Naba Tigré, mais également de la marraine. Je suis venue en me disant que quelque part je vais contribuer à sensibiliser ces jeunes-là, à comprendre que les casses souvent qu'ils font en se disant qu'ils sont énervés, qu'ils sont pas contents, la façon de s'exprimer dans les casses n'est pas la meilleure façon. Voilà. Qu'ils peuvent s'exprimer de façon pacifique pour que le gouvernement comprenne qu'ils ne sont pas contents, mais pas en cassant, parce qu'en cassant, c'est pour eux aussi. L'association des jeunes leaders pour l'alternance avec le MPP a été créée le 18 février 2014 et entend davantage poursuivre d'autres actions aux côtés du MPP. Le Parti écologiste pour un développement nouveau s'est aussi prononcé sur la situation politique actuelle au Burkina. Le Parti écologiste a donné hier une conférence de presse pour annoncer aussi l'organisation dans les prochains jours de campagne de sensibilisation dans les provinces. Reportage Salinana. Le Parti écologiste pour un développement nouveau, PDN, ne veut pas rester en marge des événements politiques au Burkina Faso. Face aux journalistes présents à cette conférence de presse, le parti a livré sa lecture sur la situation sociopolitique actuelle et donné sa position quant à la tenue d'un référendum. Le PDN aussi est en train de travailler pour le bonheur et pour l'intérêt général de notre pays. Voilà pourquoi nous avons initié cette conférence de presse aussi pour donner aussi de la visibilité et aussi apporter notre contribution à la lutte politique qui est déjà engagée. Nous sommes contre toute idée de référendum et nous soutenons toute l'action du CIFOP aujourd'hui. Et nous appelons même bien sûr à ce que toutes les forces concourent bien sûr à une bonne alternance dans notre pays. Les écologistes disent vouloir contribuer à un climat de paix sociale au Burkina Faso. Pour ce faire, le parti a annoncé l'organisation prochaine de campagnes d'information et de sensibilisation dans les 17 provinces où il est représenté. Nous allons commencer des tournées et le chef de film m'est déjà informé de cette tournée qui va commencer en début mai. Voilà, et nous allons parcourir les provinces et aussi donner notre lecture de la situation et sensibiliser les populations pour qu'ils se préparent aussi. C'est notre devoir. Le PDN affirme qu'il reste solidaire à toute initiative du chef de file de l'opposition politique pour travailler au renforcement de la démocratie et des institutions, mais surtout pour que la paix règne au Burkina. 3 jours d'intenses discussions pour trouver de nouvelles stratégies de lutte contre les MGF et les participants à la conférence internationale sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants pouvaient se quitter sur des notes de satisfaction. À Ouagadougou, la rencontre a mesuré les progrès accomplis, mais les participants sont décidés à ne pas dormir sur leur laurier et à intensifier la lutte contre les pratiques néfastes. Estelle Judith Assorba. Les 3 jours de travaux sur la problématique renforcer le pont entre l'Afrique et le monde pour accélérer la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et au mariage d'enfants ont permis aux participants à cette conférence internationale de faire un tour important des questions fondamentales visant à dynamiser davantage la lutte contre ces pratiques néfastes.
Ils décident de mener leurs réflexions sur ces pratiques à court, moyen et long terme afin d'accélérer la lutte pour l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et au mariage d'enfants. Pour gagner ce pari, les participants ont alors pris des résolutions dans une déclaration finale. Nous recommandons aux États, aux organisations internationales, notamment les Nations Unies et l'Union africaine, aux partenaires techniques et financiers, de, premièrement, assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la résolution REV 67-146. Deuxièmement, développer des stratégies et actions au mariage d'enfants et forcés au niveau national, régional, international. Troisièmement, mobiliser les ressources suffisantes et engager les acteurs clés pour l'élimination des mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. À la rencontre de Ouagadougou, le comité interafricain a également procédé au renouvellement de son bureau exécutif. Et c'est Mariam Lamizana du Burkina Faso qui a été reconduite à la tête de cette organisation. Les postes de deuxième vice-présidence sont revenus au Ghana et à Djibouti. Cette nouvelle instance décisionnelle a fait le choix de consolider les acquis engagés pendant les 30 années d'existence, mais aussi d'insuffler un nouveau dynamisme à l'organisation. Il faut travailler dans la cohésion et l'unité. Donc c'est le premier défi à relever. Le deuxième défi, c'est travailler à renforcer, à consolider les acquis du comité interafricain. C'est-à-dire les résultats de terrain doivent être préservés et renforcés, et travailler sur d'autres chantiers tels que le mariage d'enfants. La première dame du Faso, Mme Chantal Compaoré, ambassadeur de bonne volonté du CIAF, félicite les participants pour les résultats obtenus et réitère son entière disponibilité à les accompagner dans les défis futurs. Je prends acte des résolutions formulées en vue d'accélérer l'atteinte de la tolérance zéro à ces phénomènes néfastes. Je formule le vœu ardent que la problématique des mariages d'enfants bénéficie chez les activistes de la même attention que celle accordée à l'excision. Le défi majeur sera donc d'œuvrer sans cesse à ce que toutes les filles aient accès à un système d'éducation et d'y demeurant au moins jusqu'à la majorité. Je réitère mon appel à l'adresse de l'ensemble des partenaires. Leur appui constant favorisera l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Chantal Compaoré a aussi souhaité que les participants de retour dans leurs différentes communautés deviennent des ambassadeurs du changement social. C'est fait. Jean XXIII et Jean-Paul II ont été canonisés aujourd'hui par le pape François pour devenir des saints de l'Église, un événement qui a été marqué par une grande ferveur religieuse avec la présence à place Saint-Pierre de Rome d'une vingtaine de chefs d'État et de milliers de fidèles. À Ouagadougou, les fidèles catholiques ont vécu en temps réel cette cérémonie de canonisation et la paroisse Jean XXIII, plus que toute autre église, a été marquée par l'émotion et la ferveur. Avant, on disait qu'il veut le pape devait partir à Rome, mais avec Jean-Paul II, qui veut le pape reste chez soi et puis Jean-Paul II vient dans son pays. Jean XXIII, c'est le parrain de notre paroisse. Je suis très très ravie. Le pape Saint Jean-Paul II est le pape de ma génération. Je suis très contente d'avoir participé ce matin à cette canonisation. Et nous bénissons Dieu, surtout que c'était un grand jour aujourd'hui, en la fête de la Divine Miséricorde. Avec Dieu, rien n'est fortuit. Je pense que ce n'est pas un hasard si ces deux papes ont été canonisés en ce jour, à la fête de la Divine Miséricorde. On retient des prédécesseurs du pape François que l'un fut un homme humble qui ouvrit une église catholique à la société et aux religions, et l'autre fut un insatiable et charismatique globe-trotteur de la foi et tombeur du communisme. Religion toujours, la nouvelle mosquée de la commune de Garango a été inaugurée vendredi dernier d'une capacité de 200 places. L'édifice religieux est entièrement équipé en natte et électrifié par un groupe électrogène. Coût de réalisation de cette mosquée, 20 millions de francs avec le soutien de Direct Aid. Reportage Amadou Marcelto depuis Tinkodo. Il est 12h ce vendredi à Garango.
et nombreux sont les fidèles musulmans qui ont répondu présents pour la prière du vendredi à Tangaré. Lecture de Coran, prières et bénédictions sont les faits marquants de ce jour avant l'inauguration officielle de cette nouvelle mosquée. D'une capacité de 200 places, c'est l'initiative de El Hadj Issouf Zabsonré qui a permis la réalisation de cette mosquée par l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA. AMA travaille de différents domaines. Donc on a construit d'après la demande des habitants de villages qui ont besoin de faire la prière, d'avoir de l'éducation pour ces enfants, pour les jeunes, pour aussi sur le groupe de discuter des différents problèmes, des différentes choses s'intéressent. Pour une bonne, soit religion, soit tout ce que dans l'islam, on prend tout ce qui est bon, on peut le discuter dans la mosquée. Dans la mosquée, dans l'islam, il y a 5 piliers qu'on va faire ici. Ce lieu sacré devrait permettre aux musulmans de Tangaré et de Garango de se rassembler pour mieux vivre leur spiritualité comme le veut l'islam. C'est une immense joie aujourd'hui pour lui d'officier cette prière parce que c'est une nouvelle mosquée qui va éduquer en fait le monde, qui va éduquer la jeunesse, qui va éduquer tout le monde et cela fait partie de leur devoir. Et comme aujourd'hui, vraiment c'est un grand jour pour eux là, vraiment il est très heureux, il est très content que cela se passe, qu'il y ait la paix au Burkina Faso, dans tous les 4 coins du Burkina, qu'il y ait la paix et que pour que tous les fidèles musulmans, quelle qu'en soit sa religion, pour qu'ils puissent suivre en tout cas sa religion en bonne et due forme. Aussi, cette nouvelle mosquée se veut être un lieu de rencontre, d'échange et de partage pour tous les musulmans afin de promouvoir la paix dans cette localité. Le Nabasga du Nem Naba Ritam 2 a été célébré hier à Ouagadougou. Cette fête coutumière marque le passage à une nouvelle année. Elle a été une occasion de solliciter l'accompagnement des ancêtres à travers des rites qui sont le couronnement d'un processus qui a commencé il y a quelques mois. Précision Adama Koulibaly. Fête des récoltes, le Nabasga est une cérémonie coutumière et traditionnelle pour rendre hommage aux créateurs et aux membres des ancêtres pour tous leurs bienfaits et solliciter leur accompagnement pour la nouvelle année. Cette fête marque l'apothéose d'un processus débuté chez Sa Majesté, le Mogo Naba. Ça fait déjà 2 semaines que nous avons commencé les rites. Mais bien avant ça, nous débutons les rites chez Sa Majesté, le Mogo Naba, qui constitue le premier point que nous posons et qu'on appelle le Balarengma. C'est au niveau du Balarengma qui s'effectue habituellement en mois d'octobre que nous faisons ce rite auprès de Sa Majesté. Après le Balarengma, 70 jours ou 90 jours après, on effectue le Basga de Sa Majesté. Puis c'est au tour du Widi, du Larle, du Gungen, du Kamsonge et enfin du Nemno Naba de sacrifier à la tradition. Et contrairement à ce que disent certaines populations, le Nem Naba, malgré son nom, ne serait pas le ministre de la viande. Les gens ont tendance à dire que le Nem Naba, littéralement traduit, c'est le chef de la viande en moré. On dit que c'est le chef de l'élevage, certains disent que c'est celui qui s'occupe de la restauration. Ce n'est pas notre travail. On ne fait pas de la restauration, on ne fait ni de l'élevage. Nous faisons le culte. Nous sommes les responsables du culte, nous sommes les descendants directs du Mogo Naba Koundoumie. On nous a désignés en tant que des Nakomsé pour que ce rite-là ne se perde pas et que nous puissions le perpétuer. Les différentes communautés religieuses, parents et populations du ressort territorial du Nemno Naba se sont jointes à lui pour célébrer ce 2e Nabasga de son règne. Sport football, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2015 prévu au Maroc a été effectué aujourd'hui au Caire, au siège de la CAF. Le Burkina est logé dans le groupe C en compagnie du Gabon, de l'Angola et du vainqueur de la double confrontation Libéria-Lesotho et Kenya-Comores, Lassina Savadogo. La Confédération africaine de football a procédé ce midi au tirage au sort des différents tours qualificatifs de la CAN 2015 au Maroc. Le tour final débute le 5 septembre et devra concerner 28 équipes dans 7 poules de 4. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso, tête de poule, est dans le groupe C en compagnie du Gabon, de l'Angola et un groupe qui sera complété par le vainqueur de la double confrontation Libéria-Lesotho et Kenya-Comores.
2 groupes sont d'ores et déjà qualifiés de groupe de la mort. Le groupe D avec la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Cameroun et le vainqueur Swaziland, Sierra Leone et Gambie-Seychelles. Le groupe G est composé de la Tunisie, du Sénégal et de l'Égypte et du vainqueur Burundi, Botswana, République centrafricaine, Guinée-Bissau. Le premier tour aura lieu en mai-juillet prochain et le tour final, lui, à partir du mois de septembre. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés. Il faudra adjoindre le meilleur 3e des 7 poules et bien entendu le pays hôte, le Maroc. Décédé jeudi dernier à l'âge de 78 ans, l'ancien ministre de la Défense et de la Sécurité, Lassane Ouattara, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Gounguen à Ouagadougou. Les obsèques de Lassane Ouattara avaient commencé par l'hommage que ses anciens camarades de parti, parents et amis lui avaient rendu à son domicile, zone du Bois à Ouagadougou. Reportage Moumouni Soubega. Le docteur Lassane Ouattara aura laissé des traces sur plusieurs fronts. L'enseignement, les travaux publics, l'énergie et les transports. Les faits marquants des actions de l'homme sont à rechercher pendant la transition démocratique. Alors ministre de la Défense et de la Sécurité en 1991, il participe activement dans des instances de concertation du Forum Conciliation initié à la demande du président du Faso. Au plan politique, il s'est également illustré. Lassane Ouattara fait partie des membres fondateurs du MDP, le mouvement des démocrates progressistes qu'il a dirigé pendant des décennies. Pour beaucoup, c'est un homme qui a placé son existence au service du développement de la nation. C'est un homme calme, conciliant, doux et qui aimait la paix. Il est un ami du dialogue. C'est ainsi que nous avons pu travailler ensemble. J'ai appris à l'estimer. Je regrette son départ si brusque. Pour nous, c'était un ministre de la Défense qui était un homme très sage, qui nous donnait beaucoup de conseils et compte tenu de son expérience, nous avions en tout cas une très grande estime pour lui. Et comme je l'ai dit, sa disparition nous met dans une émotion que nous déplorons beaucoup. Docteur ingénieur en mécanique générale et appliquée, Lassane Ouattara a tiré sa révérence à 78 ans le 24 avril 2014 à Ouagadougou. Au cimetière de Gounguen où il repose désormais, parents, amis, connaissances, anciens collaborateurs et anciens compagnons politiques ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. C'est la fin d'une semaine de présentation. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont épaulé tout au long de ces 7 jours. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.